Alors maintenant, j'aimerais vous présenter une collaboratrice de longue date, Marie-Claude Levasseur. Elle est maintenant professeure à l'Université du Québec en Outaouais, mais on l'a connue ici comme responsable coordonnatrice de l'unité d'éthique mère-enfant au CHU de Sainte-Justine. Et elle est infirmière clinicienne avec aussi un autre collaborateur à nous de la clinique d'immunologie et de rhumatologie, le Dr Élie Haddad. Ceux qui sont venus ici le connaissent bien. Alors, elle collabore avec EPIC depuis un bon bout de temps et on est très content qu'elle soit maintenant membre du conseil d'administration. Alors, ce sera un atelier où la présidente Nathalie Allard et moi aurons un micro pour aller vous voir pour vos interventions. Qu'est-ce que j'ai dit? Nathalie, bien, on a une Nathalie dans la gang, fait que c'est correct. Une Nathalie Allard aussi, fait que c'est correct. J'étais un peu TDAH, les noms des... Puis, je voulais vous dire qu'à la fin de l'atelier, pendant la pause, on vous remercie de remettre les cocardes, parce qu'on va s'en servir pour un concours. Alors, voilà, si vous voulez gagner un BC, je vais voir quelque chose okay. Alors, Marie-Claude, à vous. Yes! Bon, ben bonjour à tous. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'être encore là cette année. Je trouve aussi que c'est vraiment intéressant parce que la continuité des idées aujourd'hui est vraiment naturelle, étant donné que l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, il fait le pont avec la présentation que Dr Racine vient de vous faire. Puis moi aussi, je trouve que je fais le pont, dans le sens où je suis une fille, attention, hein, j'étais en congé, la fin de semaine, je charge plus cher. Fait que si t'as besoin de soins, ça va, okay. C'est juste un petit coup. Oh. Donc, comme je disais, je trouve que moi aussi, je fais le pont dans le sens où j'ai eu la chance d'être avec vous à l'hôpital pendant plusieurs années. Et là, tranquillement, pas vite, mon parcours m'a amené vers la recherche où maintenant, je suis rendue professeure à l'université. Puis pourquoi? C'est sûr, hein, comme je disais à tout le monde, la vraie vie est à l'hôpital avec vous. Puis c'est ça qui nous drive. Puis l'expérience ne peut pas se reproduire quand on est justement dans les universités, dans les tours d'ivoire. Sauf que la recherche, ça contribue autrement aussi à ce qu'on va vivre dans l'hôpital. C'est comme une cascade. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment important ce qu'on fait, parce que Dr Racine, ce qu'il vous a parlé, c'est effectivement un changement de culture. Puis moi, je me sens extrêmement choyée de faire partie de ce changement-là avec vous aussi. Tu sais, comme on a des joueurs là, seniors comme M. Dagneau, par exemple, qui ont connu la médecine il y a plusieurs années, tranquillement pas vite. Eux autres aussi, c'est des témoins du changement. Donc, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui parce qu'on voulait faire un atelier avec vous en live. Et donc, je vous introduis un petit peu l'idée, puis après ça, je vous explique un peu plus concrètement l'atelier. Donc, l'objectif, le premier, c'était surtout de mieux comprendre l'expérience de vivre avec une immunodéficience. Quand je parle d'expérience, là, pour nous, en tout cas au CHU Sainte-Justine, c'est sûr que le patient, sa famille, c'est lié. Hein? On va s'occuper d'une personne, mais c'est comme un mobile. Quand quelqu'un a une condition de santé, en général, ça va vraiment influencer tous les autres joueurs, des fois les autres parents, proches, amis. Donc, on est un peu, vraiment, je pense qu'il faut voir, surtout en maladie chronique, à quel point l'impact sur le réseau est important. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des patients ici, c'est super, mais on a aussi des proches. Puis ça, moi, en tout cas, ça nous intéresse énormément de mieux comprendre aussi le vécu des proches qui soutiennent ces personnes-là qui vivent avec la maladie. Donc, on est vraiment dans une perspective, je vous dirais, globale, où patients, proches, soignants, puis même les gens de l'industrie, on a des gens d'EMA Québec, on a des gens de l'industrie, eux autres aussi, ils contribuent à l'expérience puis à ce qu'on vit. Donc, on a ce volet-là. On a le volet, partager nos trucs, partager, s'améliorer puis s'enrichir, être en mode intelligence collective, certainement. Puis aussi contribuer à la recherche. Donc, aujourd'hui, on va parler, tu sais, Dr Racine, tout le long de sa présentation, il vous parlait d'autonomie. On a un autre terme qu'on utilise, qui est un anglicisme, qui est dur à traduire, c'est l'empowerment. Pour moi, l'empowerment va un petit peu plus loin que l'autonomie, puis on est vraiment... Wow! On est vraiment on fait le pont. Oui, c'est ça. Ça fait le pont entre ce que disait Héloïse tantôt. Donc, je suis autonome, je m'implique dans mes soins, puis je suis aussi... les solutions, ils émergent de moi, ils émergent de mon entourage. Donc, je m'engage dans ma maladie pour être
capable de développer des outils puis me transformer, tu sais. Puis il y a des hauts, il y a des bas, là. Mais cet engagement-là, souvent dans la maladie, bien souvent, ça va nous aider à composer avec la situation puis à devenir justement moins comme une victime du système, mais un peu plus un acteur. Puis, pour ceux qui ne sont pas rendus à dire « j'ai le goût d'être un acteur », c'est bien correct aussi, parce que souvent, là, ça peut prendre un peu de temps pour vivre l'expérience avant de se dire « j'ai la force, j'ai les moyens ». Fait que je veux pas que personne se sente mal encore si vous vous sentez un peu plus comme quelqu'un qui se fait balloter, c'est correct, mais avec le temps, des fois, bien, on a le goût de développer cet empowerment-là. Et donc, ça fait le pont avec aussi le mandat de la PIC, qui est justement de vous outiller pour devenir des vecteurs de votre avenir et participer à la recherche. La PIC, c'est une association provinciale. Vous savez que la PIC fait partie d'une association plus grande, nationale, hein, au niveau du Canada, mais également, il y a aussi d'autres associations internationales qui ont des mandats très, très similaires que le nôtre, c'est-à-dire informer les patients, informer la société sur l'immunodéficience, évidemment soutenir les personnes qui vivent avec la maladie, puis également défendre vos intérêts. Puis comment on fait pour défendre vos intérêts? Bien, c'est là où le pont puis la culture de soins change. Parce qu'avant, vous savez, hein, je disais, bon Dieu, le médecin, on était beaucoup en mode, c'était la science qui décidait sur quoi on allait travailler, comment, qu'est-ce que les patients avaient besoin. Fait qu'évidemment, beaucoup de recherches sur la physiopathologie, comment, en immunologie, comment on sécrète les immunoglobulines, comment on peut faire pour optimiser ça. On peut-tu faire du sang synthétique? Est-ce qu'on peut optimiser la concentration? Donc, il y avait beaucoup de choses liées à la condition organique d'être malade. Mais là, avec le temps, on se rend compte à quel point la maladie, hein, ça affecte l'ensemble de notre personne, pas juste notre moelle osseuse ou la sécrétion de nos immunoglobulines. Et avec ce changement-là, donc la science qui voulait donc travailler sur différents sujets, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est les patients de plus en plus qui, eux, nous guident. Ce sont les meilleurs guides sur quoi on devrait faire de la recherche. Et donc, dans ce mouvement-là, on était dans le paternalisme, le médecin décide et vous prescrit ce que vous voulez. Et là, on est rendu en 2024, je vous dirais depuis les 20 dernières années, où le mouvement du partenariat est de plus en plus présent. Donc, j'en ai déjà parlé dans les années précédentes. Je reviens avec ça parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On veut que ce soit de vous que l'information émerge, puis que ce soit aussi à partir de votre expérience qu'on enrichisse puis qu'on décide c'est quoi les sujets prioritaires. Donc, le partenariat, ça se fait au quotidien avec nos soignants. Ça veut dire que peut-être que votre équipe médicale vous propose des traitements et que peut-être que ces traitements-là correspondent peut-être pas à votre plan de vie à vous. Peut-être qu'ils correspondent à moitié. Le partenariat, ça veut justement dire être dans ce dialogue-là pour regarder comment les fameux traitements optimaux que vous me proposez s'inscrivent dans ma réalité à moi. Et des fois, ça veut aussi dire, des fois, faire des choix puis être accueilli dans ces choix-là, qui sont peut-être pas vus comme les meilleurs choix, des fois, pour notre équipe médicale, mais qui sont réels quand on vit avec la vie. Puis, by the way, le partenariat, comment il a ressurgi, comment ça a émergé ce courant-là? Bien, c'est justement parce que il y a eu de la contamination dans les produits sanguins jadis. On s'est rendu compte qu'il y avait parfois des erreurs médicales. Même chose au niveau des patients avec des maladies chroniques. On se rendait compte qu'on avait beau prescrire, il y avait plus de 30-40 % des patients qui ne suivaient pas vraiment l'ordonnance parce que ça ne correspondait pas vraiment à leur plan de vie. Donc, on se rend compte à quel point de mettre le patient dans la loupe, c'est important, puis c'est optimal pour tout le monde. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je vous disais, il y a plusieurs recherches en immunologie et le grand congrès international, je voulais quand même vous en parler. Donc là, ça va avoir lieu en octobre, qui réunit les immunologues internationaux, un gros congrès d'infirmières aussi impliquées en immunologie et le congrès des patients. Et à ce congrès-là, nous, la PIC, on aime être présents, on aime aussi pas juste être des gens qui regardent ce qui se fait ailleurs, on veut présenter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'atelier qu'on va faire, ce qu'on vous propose, c'est d'être participant à la recherche aujourd'hui, dans le sens où on va faire un atelier, on va colliger la discussion
tous les éléments qu'on va pouvoir discuter ensemble. Puis, éventuellement, le contenu, bien, on veut le rapporter à l'international, c'est-à-dire parler de nous comme patients au Québec, comme proches au Québec, c'est quoi notamment les défis qu'on vit, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez sur les tables un petit code QR. Si vous avez le goût de participer vraiment comme participant, bien, ça, c'est un petit questionnaire démographique de 4 questions. Donc, vous scannez le code QR, vous répondez aux questions démographiques pour qu'on vous calcule un petit peu dans la cohorte de patients qu'on avait aujourd'hui. Évidemment, tu sais, c'est un groupe de discussion aujourd'hui, c'est anonyme, donc il n'y a pas de nom. Par contre, ce qu'on va colliger, c'est les éléments de réponse. Puis, pourquoi on demande un questionnaire démographique? Bien, c'est parce que quand on analyse les réponses, c'est intéressant de voir qui on avait dans la cohorte. Donc, si ça vous intéresse d'être compté dans les participants, c'est super. Ça ne vous intéresse pas, il n'y a aucun problème non plus. Donc, prenez une petite minute pour regarder le code QR si ça vous intéresse. Et là, on ouvre la discussion. C'est sûr que, bon, nous, on a des idées, on a des éléments, mais ce qu'on veut, puis des fois, c'est bien après le dîner aussi, c'est de vous activer, vous autres aussi, puis de faire partie de la discussion. Donc, on est dans la perspective des proches, les pharma, les soignants. Tout le monde est inclus dans cette discussion-là. Et le premier élément qu'on aimerait soulever puis avoir comme discussion avec vous, c'est peut-être soulever les situations complexes, les situations où l'immunodéficience nous apporte un défi. Et ça peut aller dans tous les sens. Moi, j'en ai vu quand même pas mal de domaines de défis quand on a une immunodéficience. Il y en a qui sont liés plus aux personnes plus âgées, il y en a qui sont liés aux jeunes, plus jeunes. Donc, aujourd'hui, j'ai des collègues qui vont avoir des micros. Pourquoi c'est intéressant, si vous levez la main et qu'on amène le micro, bien, c'est qu'on peut mieux vous entendre puis aussi nous enregistrer. Mais donc, j'aimerais qu'on parle des situations à des situations qui nous amènent des problèmes dans notre vie, peut-être les défis, puis éventuellement des solutions ou des façons d'atténuer le problème. Parce que des fois, justement, il n'y a pas de solution. Hein. Des fois, ce serait de dire, bien, moi, j'aimerais guérir de ma maladie, comme ça, je n'aurais pas de problème. Bon, des fois, ça, c'est... Hein, on peut rêver. Mais des solutions d'atténuation, souvent, c'est les patients qui ont les meilleures. Alors, donc, ça peut aller de la vie personnelle, la vie au travail, la télémédecine, l'accès. Moi, le parking, ça m'intéresse. Le parking, ça m'intéresse parce que je sais à quel point ça peut être un vrai enjeu aussi. Donc, on est vraiment dans tous les sens. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le goût de partager sa première situation. Oh, j'ai plus de marqueur. Puis, je vais prendre mon assistante Héloïse, peut-être. T'es pas très grande? Non. Tu te rends pas? Ici, ce serait solution, puis atténuation. Alors, sinon, je vais vous nommer, parce qu'il y en a que je connais. Solution à défi. Tantôt, j'ai entendu télémédecine. Est-ce qu'il y en a qui utilisent la télémédecine dans leur suivi d'immunodéficience? Oui, est-ce que c'est d'affaires? OK. Est-ce que ça existe? Attends. En fait, je me demandais est-ce que ça existe, la télémédecine, pour ces patients-là? Fait que si je comprends bien, vous n'avez pas de suivi en télémédecine. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Oui. OK. Pourquoi? Pour la facilité d'accès aux médecins. OK. Fait que, la facilité, les voir plus souvent ou on parle plus de j'ai du trafic, j'habite loin de mon centre? Ça serait peut-être pour la rapidité d'avoir un rendez-vous ou d'avoir accès à eux. OK. Oui. Fait que donc, l'accès à la télémédecine vous intéresserait, mais vous n'avez pas accès, vous n'en avez pas entendu parler à date, si je comprends bien. Oui, ben en fait, moi, je ne suis pas une patiente immuno, mais je pense que le concept est très intéressant, puis je me demandais si c'est une solution qui existe, la télémédecine, OK. pour ça. Oui, ça l'est. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a-tu dans la... Mais on parle juste de, par exemple, appel téléphonique OK. entre les rendez-vous. OK. Appel téléphonique. Donc, on n'est pas devant quelqu'un. On est au téléphone avec notre médecin spécialiste, par exemple. OK. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des rendez-vous comme ça téléphoniques plutôt qu'en personne? Oui. OK. Comment ça se passe? J'étais à l'hôpital. J'ai vu 5 spécialistes, ça fait dernièrement, et j'en ai 3 qui m'ont rappelé.
Tu as trouvé comment ça va, Jacques, puis etc., puis bon, et toutes les choses. Et pour me donner des solutions, parce qu'ils n'ont pas guéri mes problèmes. Donc, j'ai vécu le télémédecine avec tes 3 spécialistes et mon médecin de famille qui n'a pas le temps de me recevoir, puis de temps en temps, il m'appelle. J'adore ça. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Par contre, je n'ai pas le visuel. Puis, je n'ai pas la chance toujours de dire, bien, regarde, j'ai une autre idée. Je pourrais peut-être élaborer davantage. Par contre, en présentiel, j'ai toujours l'impression qu'ils sont pressés. Hein? Ils disent, ah, regarde, j'ai 10 minutes pour toi, là, puis prends-en pas plus. C'est de valeur. Et tandis qu'au téléphone, j'ai toujours l'impression d'être là. OK. Et l'avantage, dernièrement, j'avais mon fils Vincent et Louise, mon épouse, pour m'aider à avoir des questions supplémentaires que je n'ai pas pensées. OK. Donc, ça m'a, mettons, aidé à trouver des autres solutions ou à comprendre davantage parce que j'avais une personne à côté de moi en télémédecine, que j'aurais peut-être pas eu Vincent à côté de moi en présentiel. Manquer son travail, votre Toutes sortes de choses. C'est sûr qu'il n'aurait pas été avec moi, il est trop occupé. Pourtant, il doit avoir des économies parce qu'il compte bien, en tout cas. Non, mais je pense qu'il faudrait élaborer. Les gens qui m'ont répondu, c'était des spécialistes et non des immunologues. OK. Pas dans ma spécialité, parce que j'ai eu besoin d'autre chose. Mais j'aimerais ça, qu'ils puissent m'appeler de temps en temps, ou encore dire, moi, je les appelle, je voudrais qu'ils m'appellent, pour que je puisse élaborer une solution à mes problèmes. Si j'en ai. Fait que si je comprends bien, il y a le côté positif qui donne un accès peut-être un petit peu plus facile entre les rendez-vous. Si on avait une question, c'est un peu moins de montagne de prendre un rendez-vous et d'avoir accès. Oui, oui. OK. Puis l'avantage que j'ai, c'est que là, j'ai un rendez-vous justement avec un autre spécialiste. Il me dit vers 10h30. Quand je vais voir mon médecin de famille, il me dit j'ai un rendez-vous à 9h, puis je passe à 11h. Fait que là, j'ai du temps que j'ai perdu, puis que là, j'ai 10 minutes avec lui, que j'ai pas le temps d'y poser des questions. Fait que je pense qu'en télémédecine, il y a des gros avantages. OK. Perte de temps, on l'a dit, perte de temps, surtout si vous aviez un formulaire là, pour tout mettre vos belles questions. Parfait. Merci. Très bon point. Oui? Je corrobore l'expérience de Jacques parce qu'avec ma gastro-entérologue, on fonctionne avec la télémédecine par téléphone et tout ça. Ça va vraiment bien. Vraiment. Puis, effectivement, il y a tout le temps qu'on sauve et tout ça. Puis, effectivement, on a l'impression qu'ils sont moins pressés dans le temps, là. OK. Là, je vais faire mon infirmière, puis je veux pas vous semer quelques défis que ce soit. Mais est-ce que, tu sais, là, dans le fond, j'entends, c'est plus pratique pour moi, je perds moins de temps, puis, ben, tu sais, les médecins sont pressés aussi. Donc, est-ce que dans le contact humain, vous retrouvez la même chose, ou est-ce qu'on pourrait imaginer un suivi de maladie chronique toujours soit en télémédecine, au téléphone? Est-ce que ça change quelque chose? Moi, c'est sûr que comme infirmière, mon biais, ça serait de dire, ben non, parce que, ben voyons, ça serait de dire, tu sais, l'humain à humain, le regard quand on a besoin, mais je veux pas... qu'est-ce que vous, là, vous faites oui, madame? Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, je vais appeler mon agent pour ajouter un rôle à mon CV, pied de micro. Ouais. Ben, ce que je voulais dire, c'est que le contact humain est très important aussi. Oui, c'est vrai, ça va peut-être plus vite au téléphone, mais oui, on se déplace, on attend peut-être 1 heure, mais le contact humain, puis à quelque part, là aussi, il faut rester assis, là, tu sais. Surtout que le médecin bouge un peu, si tu dis, ben veux que je m'en aille, ben tu t'en vas. Mais si tu restes bien assis puis que tu attends la suite, ben des fois, ça le fait continuer peut-être 5 minutes de plus. Ah, c'est intéressant. Fait que ce que je comprends, c'est peut-être aussi jouer son rôle de... C'est ma demi-heure, voilà, c'est mon 15 minutes ou mon 10 minutes avec vous, je le prends. OK. Fait qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a accès à ça dès qu'on commence à avoir un diagnostic? Vous avez l'impression qu'il y a comme quelque chose dans l'expérience
qu'on gagne. On n'est peut-être pas le même patient la première année qu'on l'est 5 ans plus tard. Bien, dans notre cas, moi, c'est mon mari qui est immuno, mais je veux dire, on est au CHUL, puis de la première rencontre à aujourd'hui, on n'a pas vu de différence. Les médecins, les infirmières sont toujours là, toujours présents, puis souvent aussi, ça peut être par téléphone, là, mais au moins une fois par année, on voit le médecin en présentiel, puis premièrement, ça nous sécurise aussi. Tu sais, je trouve que de le voir en pleine face, là, tu sais, moi aussi, puis ils nous parlent, ils nous demandent, ils prennent vraiment le temps. Des fois, ils sont 4-5 dans le bureau. Hey, là. aller au CHUL à Québec, ils prennent le temps. Yes! Ouais, OK, excellent. En tout cas, pour notre cas, nous, là, l'équipe a toujours été formidable, même s'il y a eu il y a encore les médecins présents depuis le début, il y en a des nouveaux, puis on a toujours un bel accueil, puis ils nous prennent vraiment en main. Parfait, super, merci. Moi, Oui. Moi, je pense que c'est moi qui Oui, parle. c'est ça, oui. Je pense que la télémédecine est complémentaire, mais quand j'y vais, j'y vais une fois par année quand je suis chanceuse d'avoir mon rendez-vous annuel. Je trouve ça important d'avoir un examen physique en même temps. Parce que des fois, j'ai pas toujours l'impression que mon nez est bouché ou quoi que ce soit. Puis c'est, ah, tiens, c'est pas une infection, mais c'est enflé un peu. Ah, tiens, cadon. Je veux dire, tu es tellement habitué de vivre avec ta condition que tu t'en rends pas toujours compte. Mais je pense que l'examen physique est super important. Mais c'est drôle, moi, on m'a jamais proposé d'avoir un rendez-vous virtuel là, au CHUL. Personnellement, c'est tu y vas et c'est tout. OK, intéressant. Fait que le choix de l'avoir, en même temps, peut-être, finalement, il y en a qui se le font imposer avec plus de visites, plus d'examens physiques. Ça peut être stressant aussi. Pour les découvertes fortuites, le foie, on ne peut pas savoir s'il est enflé. Effectivement. OK, super intéressant. D'autres personnes avec d'autres genres de défis. Là, j'ai des... J'en ai un, moi. Oui. Moi, je trouve que l'approvisionnement aux 3 mois, ça va vite. Avant, on l'avait aux 6 mois. Je trouvais ça plus facile à gérer, mettons. Mais c'est sûr que tu as une condition chronique. Je vais avoir besoin d'immunoglobuline tout le temps. D'y aller aux 3 mois, je trouve ça un peu gossant. Juste pour aller chercher. Juste pour aller chercher, oui. OK. Peut-être que toi, c'est encore plus souffrant parce que tu sais qu'à l'international, il y a plusieurs pays où c'est livré à domicile. Fait que c'est sûr que des fois, quand on sait que ça existe... OK, fait qu'on va dire perte de temps, encore une fois, dans l'approvisionnement, puis peut-être le sentiment d'être... Bien, en plus, on nous impose d'y aller 2 semaines à l'avance. Donc, impose. Mettons que si tu as besoin la semaine d'après, ils vont te le donner pareil. Par contre, ils n'aiment pas bien ça. OK. Des fois, j'arrive, je dis « Ah, shit, il m'en reste juste pour une semaine. Je m'en suis pas rendu compte. » Puis là, tu es comme stressé de quand est-ce qu'ils vont me donner un rendez-vous pour avoir mon prochain. Fait qu'un peu être pris dans le cadre c'est ça, là, de l'approvisionnement, puis, c'est pas 24 sur 24, 7 jours sur 7, il faut s'adapter, à ce volet-là. Excellent. D'autres défis des proches, peut-être des angoisses pour l'avenir, avoir un chum, avoir des enfants. Oui, Jacques? Excusez si je prends toujours le micro, là, mais... Moi, j'ai une personne qui m'aide beaucoup. C'est une aide naturelle. Ça fait 46 ans qu'elle m'aide parce que je suis immunodéficient connu. On n'a pas toujours de sentiments qui sont reconnus. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour m'arrêter. Pour dire, Jacques, tu ne peux pas faire ci, Jacques, tu ne peux pas aller là. L'aide naturelle, pour moi, là, c'est la moitié de ma guérison. C'est quelqu'un que je peux compter totalement. On devrait faire un focus davantage sur ces personnes-là, parce qu'elle est ma moitié de ma vie, évidemment. Mais... il faudrait trouver un truc, nous, à l'association, on va se pencher là-dessus davantage, aux personnes qui accompagnent les immunodéficients. Et c'est ignoré totalement. Là. Donc, c'est un sujet que pas seulement que le patient qui devra être là dire « Ah, regarde, c'est moi le patient, puis un focus sur moi », mais celle qui m'accompagne à côté de moi,
aussi important. Moi, je l'ai vu beaucoup dans ma carrière, tu sais, l'angoisse aussi d'être un proche. Tu sais, il y a nos ados, là, quand ça leur tente pas là, de se transfuser 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce que je peux faire comme parent? Est-ce que je cours après avec mes tubulures? Est-ce que je me fâche avec mon enfant pour le forcer à se traiter? Puis là, je parle des ados, mais des fois, on a des downs comme adultes aussi, puis les proches peuvent être très inquiets aussi, tu sais, de comment l'autre personne compose leurs proches qu'ils aiment. Ils peuvent pas le faire à leur place, mais ça reste des fois quelque chose où on sait plus comment aider. Fait que c'est vrai que les proches aussi vivent quasiment la maladie avec nous, quasiment. Ils ont besoin d'aide psychologique, des fois. En plus, oui. Merci. Puis, en plus, il y a certaines situations où on ne se voit pas nécessairement aller, je vais te dire de même. Donc, c'est nos conjoints ou conjointes qui vont s'en apercevoir avant nous, puis qui vont nous dire, moi, mon conjoint va me dire, Marie-Josée, là, c'est parce que je pense pas que tu devrais te reposer. Ça me fait prendre conscience. Il faut penser aussi que nous, on est tellement habitués de vivre avec une condition chronique, on a comme un seuil de tolérance qui est beaucoup plus élevé, puis qu'à un moment donné, c'est là que ça peut nous jouer des tours. Donc, notre conjoint, notre conjointe, puis je rejoins Jacques là-dedans, 200 disons qu'il y a un rôle à jouer, puis quand il nous voit aller, puis que oui, ça peut générer des inquiétudes, de l'anxiété, puis du stress aussi. Là. C'est vrai. Excellent. D'autres situations, d'autres genres de défis. Est-ce qu'il y en a qui ont dû réorienter leur carrière professionnelle, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui doivent considérer dans leur vie professionnelle cette condition-là, par exemple? Vous avez tous des super de bons boss. Oui? Moi, j'ai dû quitter mon emploi carrément. OK. Attends, j'aurais-tu un petit micro, s'il vous plaît? Oui. Comme ça, tu correct? Oui. Moi, j'ai dû complètement quitter mon emploi pour prendre soin de mon enfant. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de... Non, ça ne rentrait pas dans l'horaire de la journée. OK. Ouais. Fait que quand même, tu sais, ça reste... T'as-tu noté ça? Réorientation. Puis ça, en plus, c'est un proche, hein? C'est pas nécessairement la personne en tant que telle. Parfait. Ah! Moi, c'est plus dans le sens d'un jeune qui commence sa carrière professionnelle, des fois qui peut aspirer à une carrière en tant que telle qui va être incompatible avec sa situation de santé. Ça aussi, à un moment donné, le jeune, quand il s'en aperçoit, il peut avoir un petit moment de révolte parce que là, sa maladie, sa condition lui met un frein pour choisir vraiment. Lui, il rêve d'un métier ou d'une profession depuis qu'il est tout petit, mais là, il se rend compte que tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, mon grand ou ma grande, parce que si tu fais ça, ça va t'amener à travailler 70 heures par semaine. Si tu t'en vas dans le domaine de la santé, tu vas être plongé dans les microbes. Pas l'idéal avec ta condition de santé. Là, tu réalises ça, tu te dis, pas vraiment une bonne idée, mais ça me fait suer comme jeune parce que je peux pas m'en aller dans le domaine de la santé comme j'aurais souhaité. Faites Comment la tu peux télémédecine. l'accompagner? Hein? Comment? Télémédecine, c'est safe. Oui. Comment composer avec ça là, pour ces jeunes-là qui vont commencer une carrière tantôt, puis parfois ils s'en rendent compte à l'adolescence au pelaille. C'est vrai hein, qu'on veut de la liberté, on veut faire nos choix, puis peut-être que là, on se fait mettre des bâtons dans les roues. Excellent. D'autres idées? Vous étiez soignante, je crois. Madame, non? Vous? Toi? Oui? Est-ce qu'il y a-t-il des défis comme soignant par rapport à ce qu'on vit dans les contextes médicaux notamment, des choses difficiles qu'on voudrait améliorer peut-être pour le suivi des patients chroniques notamment? Bien, ça reste que c'est une situation qui est complexe. Donc, s'il arrive à l'urgence, bien, il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel, puis bon, dans la rapidité, de soins qu'on a à aller voir. Donc, c'est pas des patients qu'on connaît beaucoup leurs conditions. Donc, ils ont beaucoup de défis, il y a beaucoup de particularités.
Puis c'est ça, justement, il y a beaucoup de spécialistes aussi qui vont rencontrer. Donc, nous, de patauger là-dedans là, pour leur offrir les meilleurs soins, meilleurs de notre connaissance, c'est un peu difficile aussi. Puis une fois qu'ils sont rendus sur les étages, ben, c'est justement toute l'équipe multi aussi qui va être là qui peut les aider, mais que je ne sais pas à quel moment ils vont rentrer là, dans leur... quand ils sont à l'étage là, pour leurs soins, à quel moment ils vont être là pour aider. Je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à organiser aussi là, pour nous en tant que soignants. Oui, donc vraiment, puis ça, c'est pas rare qu'on l'entend, l'immunodéficience, ça reste quelque chose d'assez niché. Combien de fois, des fois, les patients nous demandent des lettres parce que quand ils arrivent à l'urgence, ils veulent dire « je suis immunodéficient, j'aimerais être isolé », mais là, on voit le visage des gens changer parce qu'ils savent pas, ils ont peut-être jamais entendu parler. Donc, il y a quand même quelque chose dans la... c'est pas comme la gastro, on va dire, ou quelque chose d'extrêmement connu, puis on veut des services, puis des fois, on se rend compte qu'on est... c'est ça, on est comme un drôle de nouvelles bébites que même des fois, les soignants ont de la misère à connaître. Fait qu'effectivement, c'est vrai que ça devient un défi aussi pour... c'est ça, pour nous. Oui, Jacques, encore! J'ai dit, il y a de l'expérience. J'ai des gros problèmes. J'ai des gros problèmes. Je vais vous expliquer une situation dont les spécialistes ne comprennent pas les immunodéficients. J'ai une gastro depuis 5 ans et ça fait 3 ans et demi que mon gastro me dit « je ne peux pas rien faire pour toi parce que tu es immunodéficient. Je n'ai pas de solution pour toi. » Ça s'est aggravé depuis 1 an et demi et là encore, il me dit « Jacques, là, je ne sais pas quoi faire. » Je vois mon immunologue. Puis il me dit, je ne sais pas quoi faire avec toi parce que moi, la gastro, je ne connais rien. Et là, à l'hôpital, j'y étais et j'ai attrapé la C difficile. Et là, l'infectiologue, il dit, moi, je ne comprends pas les immunos. Donc, je ne sais pas quoi faire avec toi. Donc, depuis 1 mois, 3 spécialistes qui ne savent pas quoi faire avec moi. Dans ma tête, là, est-ce que j'ai un problème? Je suis très positif. Je sais que je vais m'en sortir. Je ne sais pas quand puis pas comment. OK? Donc, c'est le brouillard. Il faut avoir espace à la rive le plus tard. Ouais. C'est les défis des gens immunodéficients que ce n'est pas assez documenté ou il n'y a pas assez de médecins qui s'intéressent à l'immunodéficience pour trouver une solution. Je ne peux jamais croire que dans le monde, il n'y a pas des immunodéficients qui ont une gastro. Je ne peux jamais croire. Est-ce qu'ils s'en préoccupent? Non. C'est difficile, c'est pas nouveau, ça existe depuis je ne sais pas combien de temps. Pourquoi qu'ils ne sont pas capables de trouver une solution pour un immuno? Puis qu'il me dit, Jacques, moi, je ne peux rien faire avec toi. La seule façon, c'est qu'il faut que tu arrêtes tes antibiotiques pour que je puisse te guérir. Si j'arrête ça, ça ne va pas bien. Mon gastro, il dit, moi, j'ai une solution pour toi, ça attaque ton système immunitaire, comme Héloïse. Alors, il attaque mon système immunitaire, je suis rendu en bas, là, puis là, je suis sujet à n'importe quoi. Donc, pour moi, est-ce que c'est un stress? C'est facile à répondre, oui. Est-ce que pour Louise, ma femme, c'est un stress? Oui. Donc, je vis... puis je ne suis pas le seul. Je suis certain que je ne suis pas le seul, rien qu'ici au Québec, qui vit ce genre de stress-là parce que les spécialistes ne comprennent pas les immunodéficients. Quoi faire puis comment faire? J'ai aucune idée. Mais là, je suis dans cette situation-là où je devrais peut-être éduquer les spécialistes. Dire, c'est quoi les immunos, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'il y en a, puis je ne sais pas comment. Donc, pour moi, c'est un gros problème de vivre ce genre de choses-là. Mais étant donné que je suis un gars très positif, je sais que je vais m'en sortir. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci. Marc-Claude, je pense que Jacques, ce qu'il vient de parler, on le vit un peu moins à Sainte-Justine, mais ça parle de comment... Ils sont en silo beaucoup au niveau adulte, je trouve. Beaucoup les spécialistes, tu veux dire? Oui, beaucoup plus qu'à Sainte-Justine. Une situation comme ça à Sainte-Justine, probablement qu'il y en aurait un des 3 qui aurait eu peut-être un peu plus d'humilité, qui a fait, bien, coudonc, on va prendre le téléphone, on va l'appeler, puis il serait jasé, puis il serait arrivé à un compromis acceptable. On le voit, ça, à Sainte-Justine, qu'ils se parlent, puis ils arrivent à trouver quelque chose de potable. Mais j'ai l'impression que manque de communication, peut-être, entre les différents spécialistes. On parle de la grosse affaire, là. C'est plus dur à faire virer de bord, mais je pense qu'on a un levier important, là, si les gens y auraient plus
de travail d'équipe, de multi, Mm-hmm. d'avoir un système qui le permet aussi. là. C'est pas la faute du docteur nécessairement quand le système ne le permet pas, mais c'est pas simple. Je reviendrai. Excusez-moi, je vois Claire Lamarche, là, mais je pense que Héloïse voulait intervenir. Vas-y. Mais je voulais juste dire justement que ça, c'est quelque chose que j'ai clairement vu, là, que le milieu pédiatrique, les médecins vont beaucoup plus se parler. Puis là, souvent, en plus, ce qui arrive à l'adulte, c'est qu'ils ne sont pas tous à la même place. Par exemple, mon immunologue est à l'IRCM. Bon, c'est relié, là, mais le rhumatologue est au CHUM, puis ils ne se parlent pas. Là. C'est vraiment... Si tu vas voir l'immunologue, c'est pour traiter l'immunologie. Tu vas voir le rhumatologue, c'est pour la rhumato. Puis s'il y a des affaires entre les deux, ben va voir ton médecin de famille. Puis c'est tout. Dans cette situation-là, parce que je la vis de premier plan, je trouve qu'il y a un enjeu additionnel. Parce qu'au-delà de la communication entre les spécialistes, on arrive aussi aux limites des connaissances actuelles de la médecine, parce que l'immuno, c'est pas connu depuis 300 ans. Puis là, je prends mon père, rendu à son âge, avec autant d'années de traitement, qu'est-ce que ça fait sur un corps humain? On n'en a pas beaucoup d'exemples encore. Et là, on arrive avec des gens, je pense, puis honnêtement, les médecins spécialistes, oui, ils ne se parlent pas tout le temps, mais ils semblent donner de la bonne volonté, mais à un moment donné, ils sont comme... J'en ai plus de documentation, j'en ai plus d'exemples, j'en ai pas de point de référence, je ne sais pas quoi faire. Puis c'est pas parce qu'ils veulent expédier, qu'ils veulent pas, mais on arrive aussi dans une incertitude médicale qui n'aide pas au stress, puis évidemment à ce que ça fait, mais en même temps, on arrive là. Puis je ne sais pas c'est quoi la solution, parce que même si on se met à faire des recherches nous-mêmes, on ne trouvera rien. Il n'y a rien à trouver. Mais c'est quand même une incertitude, puis c'est quand même un stress de se dire, à un moment donné, on est rendu au bout de ce que les spécialistes connaissent aujourd'hui, en 2024. Exact. Fait que ça amène une autre dynamique que juste la communication, mais c'est pas si simple que ça non plus. Là, moi, j'ai l'impression qu'on sort de là, puis on dit, même si je vais voir 22 millions de personnes de plus, on est quand même privilégié. Mon père est connu quand même dans le domaine. Fait qu'on réussit à avoir accès à des gens, mais on maximise ce qu'ils connaissent. Fait qu'on se sent un peu rendu au bout de nos ressources après un certain temps. Là. Est-ce que je me trompe si je dis que, tu sais, c'est sûr que la médecine a ses limites, mais est-ce que je me trompe si on dit que quand je vis des symptômes gastriques, OK, qui, moi, font partie de ma vie plusieurs fois par jour, plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. C'est quelque chose d'incommodant. C'est pas quelque chose qui me garde au lit ou qui va me ramener à l'urgence nécessairement, malgré que je pourrais me déshydrater, mais ça reste un problème, on va dire, intermédiaire ou, débutant intermédiaire. OK? On n'est pas dans l'avancée. Pour la personne qui le vit, par exemple, c'est très incommodant, à chaque jour, depuis plusieurs semaines. Et donc, l'enjeu, des fois, je trouve que c'est une chose de se faire dire je vous écoute, puis la médecine, pour l'instant, n'a pas de réponse. Mais est-ce que ça fait quand même plus de sens pour quelqu'un qui le vit quand on a eu l'impression quand même que mon symptôme, qui est peut-être minime ou intermédiaire, il a quand même été pris en considération. J'ai été écoutée par ça. Ça a été considéré tellement qu'il y a eu peut-être appel, réunion multi sur mon symptôme, justement, qui n'est pas encore un truc extrêmement flamboyant, mais qui a un enjeu pour ma vie. Donc, moi, ce que je me rends compte des fois, c'est que c'est plus facile de trouver du sens ou de composer avec la situation quand on a l'impression qu'au moins, il y a eu... Tu sais, que tout le monde a fait ce qu'il a pu jusqu'à, disons, à se dire, bien, Colin, la médecine a ses limites, mais donc, ou en tout cas, le sentiment qu'on a, c'est pas que le symptôme n'était pas assez important pour que, justement, il y ait une réunion multi sur ce volet-là. Je pense, par exemple, aux anticorps, au déficit en fonction d'anticorps. Donc ça, là, ça a été comme une cohorte de patients là, qui faisaient des infections, des prises de sang normales, mais pourtant, écoute, le vécu était clair, mais les prises de sang étaient correctes, puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une fonction. Donc des fois, l'armée est là, mais c'est comme si les soldats sont tous fatigués. Fait que cette idée de fonctionnement, et donc on n'avait pas encore de preuves, mais c'est vraiment la pratique. Des années, des patients se sont fait dire « c'est dans ta tête, c'est dans ta tête
arrête de licher les toilettes pour être toujours malade. Et qu'à un moment donné, ça s'est fait dire, on a compris qu'en fait, il y avait des volets qu'on n'avait pas encore, disons, saisis au niveau de la science. Donc, ça reste que... C'est sûr que l'immunologie, ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine en effervescence, énormément de recherche, mais ça reste que beaucoup encore d'écart entre ce qu'on comprend du système immunitaire puis ce qui finalement, des fois, ce qu'on a comme ressources puis comme traitement. Excellent point, c'est sûr. Je ne sais pas, il nous reste combien de temps? Oui? Oui, moi, j'ai une question. Je ne m'y connais pas beaucoup pour ces gens-là, mais une fois que le diagnostic est tombé, est-ce qu'on peut aller dans de la prévention? Ou c'est une maladie où est-ce qu'on est toujours en réaction? Donc, on a La des symptômes. prévention, hein, c'est le traitement. Parce que, dans le fond, nos patients qui se traitent avec des immunoglobulines sont des patients normaux jusqu'à la prochaine transfusion. Donc, on est vraiment dans cette recherche d'équilibre, de normaliser. Puis, ce qu'on veut, c'est atteindre un taux d'énergie qui fait que, quand on est un jeune adulte, on peut choisir son travail parce qu'on devrait être, un, bien protégé, puis deux, avoir l'énergie pour faire ce qui nous appelle. Donc, c'est ça l'enjeu. Après ça, bien sûr, dans des pandémies, dans ce qu'on a vécu, énormément de stress pour les patients immunodéficients. Ça, vous n'en avez pas parlé dans les situations. Là. Fait que je ne veux pas vous en parler. Je ne sais pas si tout le monde a vécu ça comme si l'affaire est ketchup, une pandémie, quand on est immunodéficient, mais des situations comme ça, donc, qu'on ne peut pas prévoir, bien là, c'est sûr que quand il n'y a pas d'anticorps dans ce qu'on se fait transfuser, on ne reste pas protégé. Et là, il faut voir, est-ce que le virus est méchant? Est-ce qu'il n'est pas si méchant que ça? Donc, c'est dans cette optique-là où la prévention, elle est limitée. Quand on est immunodéficient aussi, en général, on va avoir de la misère à développer des anticorps. Donc, on va dire, faites-vous vacciner, c'est mieux développer 10 % que rien du tout. Mais, tu sais, souvent, je ne sais pas, je ne veux pas penser à votre place, mais les patients, souvent, restent avec une préoccupation. Tu sais, est-ce qu'il y en a d'entre vous là, qui sont immunodéficients, qui n'ont pas de problème, qui vont faire des safaris en Afrique dans le jungle, des voyages sous-marins, pas de problème avec les endroits où il y a des champignons? Non? C'est qui le chanceux qui va avoir le micro? Souvent, ça va aller jusque-là. Vous m'en avez pas parlé, mais est-ce qu'il y en a qui, d'entre vous, cette condition de santé-là influence vos voyages, vos projets? Je sais pas. Oui. Jacques. Entre 35 ans et 70 ans, j'ai voyagé à travers le monde. Parce qu'à 50 ans, ils m'ont dit que j'avais une chance de mourir à l'entour de 50 ans, dans les connaissances qu'il y avait dans le temps. Donc, j'ai voyagé à travers le monde, aucun problème. Aucun. J'avais mes immunos, j'avais ça avant de partir, je voyageais, je partais un mois, puis j'ai jamais eu aucun problème. Donc, il n'y avait pas de restriction parce que j'étais immunodéficient. Je prenais ce qu'il fallait, mais j'ai jamais eu peur de rien, une maladie que je pourrais avoir ou quelque chose de même. Dans ma tête, ça n'existait pas. C'était normal. Bien, c'est super. Excellent. Moi aussi, même chose, je ne m'empêche pas de voyager ou je connais beaucoup de gens qui vont faire attention, qui vont se laver les mains très, très fréquemment. Moi, c'est la même chose que n'importe qui. Je mets pas plus d'emphase que n'importe qui d'autre sur ma Grâce à, mettons, tu te traites. J'ai mes fait que traitements. t'amènes Moi, ça, je considère que mes traitements, ça fait un job puis que je peux vivre normalement. Excellent. Merci. Si je faisais le contraire, moi, au secondaire 5, mon école, j'ai fait un voyage au Bénin. J'ai envie d'y aller, mon immuno a fait aucune chance. Au Bénin. Tu sais quoi, le Bénin? Ouais. Je suis pas allée. Est-ce que c'était un voyage qui était long? C'était genre pendant le congé scolaire. Je pense que c'était genre 2 semaines. Mais il fallait avoir des vaccins vivants pour y aller. Puis là, tu peux pas avoir de vaccins vivants. Puis tu vivais dans les maisons des gens là-bas. C'était comme un voyage humanitaire. C'est là secondaire 4, dans le secondaire. L'eau, OK. Ouais, elle était peut-être pas vraiment bleue, genre. Non, c'est ça. J'avoue que c'était pas propre. Mais ça, mon immuno a fait aucune chance que tu vas au Bénin. Quand même, tu sais, quand tout le monde y va, qu'il y a quelque chose à vivre aussi, ça reste que ça peut être un choix pas évident, certainement. Oui? Par rapport à la prévention,
disons, moi, j'ai travaillé dans un hôpital où est-ce que d'emblée, dès qu'un patient recevait des antibiotiques, il recevait des probiotiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce qu'on pense à ça? C'était plus ça dans la prévention de la chose, là, parce qu'on sait qu'on peut attraper n'importe quoi à Sais-tu l'hôpital. quoi? Ça dépend. Parce que les probiotiques, c'est quoi? Hein? C'est plein de bactéries, là, en millions. Et donc, justement, des fois, les probiotiques, quand on a un déficit immunitaire, il y a plusieurs types, mais des fois, on ne recommande pas ça parce que, justement, prendre des probiotiques, on pense que ça nous protège, finalement, on est envahi, puis bon, on se ramasse. Fait que, c'est vrai, quand on parle de complexité, ça paraît pas le déficit immunitaire, mais c'est partout le système immunitaire. C'est toujours, hein, il y a toujours quelque part où nos anticorps sont liés. Donc, c'est ça, des fois, ça nous limite au niveau des options pour monsieur, madame, tout le monde. On n'a pas nécessairement toujours accès à ça. Oui? En lien avec la prévention, mon fils, ça fait 16 ans qu'il est immunodéficient, mais on voyage, on va en Asie, on prend les précautions, on prend les vaccins, on prend l'eau en bouteille, tu sais, tout ça. Tout. Fait que c'est faisable. Tu peux voyager, tu prends des précautions, puis tu fais attention. Puis c'est juste ça. Tu vis. Super intéressant. Oui, madame, en arrière. OK, on arrive. Ce sera pas long. Ah, OK. Allô? Moi, je suis infirmière vaccinatrice spécialisée en santé voyage. Donc, il y a une grosse différence entre l'Asie et tout ce qui est l'Afrique subsaharienne, puis le bassin de l'Amazonie. C'est quoi la différence? La fièvre jaune. On peut vacciner contre la rage, contre l'encéphalite japonaise, contre la typhoïde avec le vaccin injectable, contre plein de choses. Pour partout dans le monde, contre la fièvre jaune, on ne peut pas. Ça arrive jamais, puis quand ça arrive, c'est épouvantable. Fait qu'on y va pas. À la place du Bénin, ben, on va en Afrique du Sud, on va au Maroc, on fait attention. Mais la ceinture subsaharienne, c'est jamais une bonne idée. Mais il faut vraiment consulter puis réfléchir avant d'acheter les billets. Fait que si on fait un safari, c'est pas au Kenya. C'est en Afrique du Sud. Fièvre jaune, hein, qui est un vaccin vivant, qui fait que... Puis c'est dans ces pays-là aussi où la fièvre jaune est comme, disons, extrêmement encadrée, mais on peut pas rentrer dans le pays si on n'a pas le vaccin. Fait que même si on veut essayer de passer en mode rockstar, j'ai pas besoin de ça, ça passera pas. Oui? Moi, je voulais juste dire que le petit défi que j'ai depuis la COVID, je n'ai pas revoyagé. Parce que je suis allée en Europe, dans les Caraïbes et tout ça. Mais là, c'est le petit défi que j'ai, c'est de surmonter un petit peu la crainte depuis la COVID. La COVID. Donc, les avions, les espaces un peu plus où c'est de l'air comme reconditionné. J'attrape la COVID rendue sous les palmiers. Hein? Ça me fait un petit peu frissonner, là. Ça change le voyage. Un petit peu. Je l'ai eu une fois, la COVID, puis ça me tente pas de la... OK, fait que la préoccupation un petit peu aussi de je m'en vais vivre quelque chose de beau, mais combien de temps je vais peut-être vivre avec les conséquences. Vraiment intéressant. Le stress aussi, la crainte, je sais qu'il va falloir qu'à un moment donné, je passe par-dessus ça, mais la crainte aussi de dire, bien, je veux faire un beau voyage, mais pas tout le temps d'avoir en arrière-plan une crainte de COVID. Disons que ça change le portrait un petit peu. C'est un petit peu moins ludique, là. Fait que c'est un peu toute cette idée d'anxiété, de vouloir prévenir, pas devenir hypocondriaque non plus. Hein. C'est vraiment quelque chose, quand on vous dit votre système immunitaire est faible, des fois, c'est quelque chose qui devient... c'est comme un réflexe, si on veut se protéger, puis on est inquiet de cette fameuse armée-là. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres situations qui vous viennent de défis quand on vit avec l'immunodéficience, puis peut-être s'il y en a qui ont des trucs? Oui, Héloïse? Avant, juste de dire, Marie-Claude, on a un petit enjeu avec la prochaine conférencière, fait que tu peux... Tu t'en occupes? Parfait, super. On va continuer, de toute façon, c'est super intéressant, alors... J'ai regardé là, un peu les mots là, sur l'écran, puis études, je dirais que quand on arrive aux études, déjà, premièrement, la plupart des étudiants vont vous dire être aux études, c'est fatigant, là, de base. Puis là, d'être capable de gérer ces études-là, on veut performer comme les autres, on a des buts, on a des objectifs à atteindre, puis là, être capable de faire ça au travers de, les traitements, la fatigue, je veux pas, quand on vit avec des maladies chroniques, souvent on est plus fatigué, tout ça. Donc ça, je trouve que c'est un défi, c'est quelque chose qui est quand même, faut apprendre à vivre avec ça, puis se trouver des solutions, essayer
de faire notre possible au travers de tout ça. Ce serait comme quoi les solutions, par exemple? Est-ce que ce serait... Là, j'ai une idée parce que je sais que, me semble, tu avais déjà fait ça. Est-ce que ce serait des fois de prendre un cours de moins, étirer, peut-être allonger l'horaire, tu sais, comme dans le sens alléger l'horaire, peut-être faire une session de plus, mais rendre ça un peu plus vivable? Oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne option. Puis c'était comme moyen volontaire, ce qui est arrivé au cégep. J'ai dû annuler une session pour les raisons de santé. Puis là, finalement, j'ai dit, bon, tant qu'il y en a de faire en 2 ans et demi, faisons-le en 3 ans, puis rendre ça un peu plus avec moins de cours. Puis ça, oui, je pense que c'est une... Tu rajoutes 1 an, puis 1 an, c'est pas tant si tu as une meilleure qualité de vie tout au long de ton parcours là, aux études. Parfait. Excellent. L'autre volet que j'aurais voulu... Bien, je voulais juste dire un petit mot tantôt sur le DSQ, là, quand Héloïse a dit, bien, tu sais, moi, je suis rendue que comme patient immunodéficient, des fois, je me rends compte que peut-être mes taux de labo, je vais peut-être pas être au courant, je vais être au courant après. Donc, consulter le DSQ. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisent le DSQ, donc le dossier santé, où on peut avoir accès à nos rendez-vous, à nos résultats. Il y a des personnes pour qui ils trouvent ça extraordinaire, cet accès à ces résultats-là. Il y en a d'autres pour qui ça génère beaucoup de stress, hein, parce que justement, si on est devant un résultat qui est anormal, c'est grave, c'est pas grave. Et donc, il y a tout un mouvement, encore une fois, des scientifiques, tu sais, qui se sont dit, ouvrons les résultats, ouvrons les dossiers. Les patients veulent voir leurs normes, puis nous, bien, ça nous fait comme un double check, parce que si jamais, malheureusement, le test passe puis on ne le voit pas passer, bien, le patient peut s'engager. Fait que beaucoup de positifs probablement dans cette autonomie-là qu'on a à suivre nos résultats. Mais encore une fois, des fois, ça nous décolle un peu du moment où est-ce que la personne va peut-être me l'annoncer, puis peut-être que sa façon de me le dire, bien, ça va jouer sur comment je vais avoir accepté la chose. Donc, ça aussi, moi, je trouve que vous devez être des ambassadeurs de... En vrai, vos idées, là, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'on les utilise? Est-ce que ça nous génère plus de stress? Ou est-ce que finalement, je me rends compte que j'ai une rechute de je sais pas trop quoi, tout seul dans mon salon le samedi soir, puis là, j'appelle le lundi à la clinique, personne ne me répond. Donc, c'est vous là, qui avez cette parole-là. Fait que c'est important aussi de rebondir là-dessus sur les initiatives gouvernementales. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est une plus-value? Ou est-ce que c'était comme une lubie des scientifiques qui finalement n'aident pas tant que ça? J'ai madame, puis j'arrive. Oui. Allô, je m'appelle Sophie Tanguy, je suis infirmière clinicienne. Juste une petite précision. DSQ, dans le fond, c'est juste le personnel de la santé qui ont accès à ça. Les gens, ils ont accès à Mon Carnet Santé. Mon Carnet, c'est ça. Oui, c'est ça. Je voulais juste apporter une précision pour démêler les autres personnes. Donc, Mon Carnet Santé, hein, qui est comme une plateforme où vous avez accès à vos résultats, effectivement. Oui? Oui, merci. Moi, avec mon travail, je suis chez Schéma Québec, puis on n'est pas branché sur Internet. Donc, je vis peut-être Héloïse ou Élodie, excuse-moi? Héloïse. Qui est hyper responsable et très proactive. Donc, tu as des gens pour qui c'est super pertinent, puis qui vont aller voir, puis qui peuvent comprendre, poser les questions. Puis moi, à l'inverse, les gens doivent nous nommer leur médication, puis le nombre de fois qu'on se fait dire, bien, vous ne l'avez pas dans votre ordinateur. Bien, non, c'est votre responsabilité. Donc, je pense qu'à double tranchant, il y a des gens qui vont être très proactifs pour aller chercher l'information, alors que d'autres vont juste complètement se désapproprier là, de leur situation de santé. Très bon point. Oui? J'arrive. Le bout du carnet de santé, je trouve que c'est important. C'est un outil pour le patient pour suivre, pour avoir une meilleure compréhension, puis pour faire son histoire. Parce que souvent, tu arrives au médecin, l'ordinateur ne marche pas, ils ne savent pas, puis là, tu le sais. Tu peux, mais ça ne déresponsabilise pas le professionnel. C'est à lui d'annoncer un diagnostic, c'est à lui de checker ses affaires, de faire un suivi. Ça, c'est pas parce que le carnet de santé existe que le bout n'existe pas. Dans la presse, on a vu il n'y a pas longtemps que des dames qui ont reçu des diagnostics de cancer par un email ou ça n'a comme aucun bon sens. C'est pas ça qu'on veut. Mais je pense que puis si tu veux l'utiliser, c'est d'avoir la discussion à partir de quand il faut que je m'inquiète, puis qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelque chose. C'est quand, patient partenaire, là, c'est d'utiliser l'outil, mais de savoir comment le faire, puis d'avoir des barèmes, puis d'avoir une entente avec ton professionnel. Mais c'est pas juste ça. Puis maintenant, tu deviens un pro, puis tu te débrouilles tout seul. Exact. Des fois, on a le goût d'être un pro, mais il y a des patients non plus. Moi, mon père, là, il veut que le médecin lui dise. Ça ne l'intéresse pas d'être un pro, ni un patient partenaire tant que ça.
il a le goût de se laisser porter. Qu'est-ce que vous feriez si j'étais votre fils? Puis c'est correct aussi. Tu sais, fait que dans ce sens-là aussi, tu as raison. A des Il faut besoins, pas, il faut juste trouver une façon que ça soit adapté à qui on est. Moi, quelqu'un qui fait juste me dire quoi faire. Ça va marcher moins avec votre famille, ça c'est vrai. Oui. Oh, oui. Non, vas-y, vas-y. Passe le relais. Facile pour nous, ceux qui comprennent c'est quoi l'immunodéficience, c'est quoi la maladie, c'est quoi les effets secondaires. Mais pour un patient qui ne comprend pas ça, qui a besoin d'aidants naturels, ou les immigrants qui ne comprennent pas la langue, on fait quoi avec ça? Exactement, c'est vrai. C'est quoi les ressources pour eux? C'est quoi? Mm-hmm. C'est ça? Ouais. Très, très bon point. Je dirais horizon culturel vaste. Langue, compréhension, culture. Ben c'est langue. Mm-hmm. Oui? Oui, ben, le carnet santé, j'en ai fait mon très bon ami. En fait, je le consulte. Je suis un petit peu control freak de nature aussi. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je le consulte. J'aime voir mes résultats, mais aussi, ça me permet de regarder, bon, par rapport aux résultats de prise de sang, ça me permet de soulever des questions. Quand on parlait du questionnaire tout à l'heure, moi, c'est sûr que c'est une approche qui me convient très, très bien. Quand j'ai passé des examens IRM ou des choses comme ça, j'aime consulter les rapports. Ça me permet de les lire puis de soulever des questions. Mais c'est sûr que comme étant immunosupprimé, on est un petit peu plus habitué à tout ça. Mais en même temps, moi, personnellement, c'est sûr, je vais avoir un résultat qui est pas à l'intérieur des valeurs de référence. C'est parce que moi, j'ai ma normale à moi. Fait que c'est sûr que il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bon, je vais soulever la question, puis par la suite, je vais pouvoir en discuter avec mon professionnel de la santé, là. Donc, oui, pour moi, c'est très, très utile. Il ne faudrait pas qu'on m'enlève le carnet de santé. Je ne serais pas contente. Fait que beaucoup d'outils technologiques, hein, on fait des avancées, mais ce qu'on ne voudrait pas, en tout cas, c'est que ça nous éloigne ou que ça, disons que notre relation thérapeutique avec nos humains, nos collaborateurs médecins, on s'éloigne non plus. On a plein d'outils, on a le carnet santé, on a la visio, on a les appels, puis là, finalement, tranquillement, pas vite, on finit par s'autogérer. Est-ce qu'il y a d'autres situations à défi? Sinon, j'aurais aimé qu'on passe le petit dernier 5 minutes avec un genre de brainstorm sur la PIC du futur. Donc, la PIC du futur, c'est rêver l'association. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme démarche militante pour essayer de soutenir? Et là moi, je veux du futur en mode... On rêve, on a de l'argent, on est à Dubaï, on a de l'argent, là, du pétrole en tout cas, mais c'est pas l'argent notre enjeu. Je regarde nos compagnies pharmaceutiques dans le sens aussi, si on voulait se dire, par exemple, moi, je voudrais me faire livrer. Je voudrais que, ça, là, c'est un défi. Donc, je veux qu'on puisse être en mode imaginaire, certainement, puis se projeter dans qu'est-ce qui nous aiderait, c'est quoi le rêve de comment, notamment, quelles actions la PIC pourrait faire dans un monde de rêve, notamment. Moi, je dis, première affaire, massage pour toutes les infirmières une fois par semaine. Pour le stress. Fait que tu peux noter ça. OK, parfait. Vous pourriez avoir une ligne téléphonique, le 1-800 à PIC, puis là, avoir des spécialistes qui, justement, on disait que tantôt, les médecins avaient de la misère, ils travaillaient en silo. Donc là, on aurait un organisme là, avec que des spécialistes qui pourraient vraiment prendre tout ça selon chaque patient puis trouver une solution. Bon point. C'est hot. Oui. J'y vais. Hey. Attention, ils vont se battre avec le micro. Peut-être une émission radio, émission télévision. Ah! Sur chaque semaine. maladie rare, juste immunodéficience? La PIC, avec un peu comme on fait ici, là, des rencontres, des petites assemblées, pour faire connaître à tout le monde, parce que c'est pas tant connu. C'est vrai.
C'est vrai, puis on en a eu la preuve tantôt. Hein? Je ne sais pas si vous avez capté quand Geneviève disait l'info-immuno, on doit aller dans l'hôpital parce que les patients qui sont dans les centres de traitement, ils ont moins accès. Pourquoi ils ont moins accès? C'est que le centre de traitement, il ne traite pas juste des immunodéficients, il traite les déficits neuro, il traite ceux qui ont besoin de peut-être une petite dose de chimio, il y en a qui ont d'autres. Fait que donc, ils ne connaissent pas là nécessairement, et donc peut-être que la personne qui nous suit, elle nous donne des immunos, mais c'est pas exactement c'est quoi notre condition. Fait que c'est vrai, peut-être faire rayonner ou augmenter la connaissance des soignants. Ça, c'est un bon point. Ben non, vas-y. Faire revivre l'idée d'avoir notre usine ici au Québec pour avoir nos immunoglobulines. Notre usine d'anticorps. Et là, est-ce que ça fait le pont avec la question de payons les donneurs? Hein? Parce que c'est intéressant. On ne paye pas nos donneurs, mais on achète du plasma de pays qui payent leurs donneurs. Mais nous, on ne les paye pas, par exemple. Fait que là, c'est ça, hein? L'éthique ici. Oui. Oui? En vieillissant, je pense si on veut rester à la maison, en sous-cutané, on aura besoin de meilleurs services du CLSC. Des fois, pas moi, mais j'ai entendu des patients me dire « Ah, je suis craintif, je ne sais pas trop, etc. » Mais si on avait vraiment un service de la CLSC, ça permettrait aux gens de rester davantage chez lui puis avoir un bon service. Très, très bon point. Hein. Puis est-ce qu'il y a des gens, peut-être, qui ne choisissent pas le traitement à domicile parce qu'eux, ils n'ont pas la chance d'avoir un aidant naturel? Fait que, tu sais, se transfuser tout seul chez eux, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de danger, c'est vrai que c'est un défi. Fait que si on avait plus de services réseau, vraiment bon point. On pourrait faire des conférences, journées scientifiques ailleurs, genre en Polynésie française. Moi, je dis ça de même. D'autres points. Futur, la pique du futur. Moi, j'ai déjà des jeunes qui m'avaient parlé de si on pouvait créer du sang. T'sais, ça les stresserait moins. On parlait de liquide biologique synthétique, où est-ce que là, au moins, on ne serait pas toujours dépendant. Là, je ne sais pas si moi, ça compte comme réponse. En tout cas, la dépendance à ce produit-là qui nous garde en santé, il y en a que ça... Une pilule. De guérison ou d'immunoglobulines? D'immunoglobulines. Oui, absorbée orale. Peut-être en patch. Moi, je pense peut-être que les patchs de mon vivant, peut-être. Ou le spray. Pourquoi pas? Une crème. Oui. Oui. Ah oui, avec le massage. Sur une autre idée, il y a quand même beaucoup d'enfants aussi, puis on prend de plus en plus jeunes. Mais je trouve que des fois, on a beaucoup d'adultes qui parlent à d'autres adultes, donc des parents. Mais est-ce que peut-être que des enfants qui parlent à d'autres enfants pourraient avoir un message différent pour mieux le vivre tout au long de la croissance, puis tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Je ne sais pas. Pour les jeunes, peut-être des groupes que des jeunes parlent aux jeunes, des jeunes qui ont un peu plus d'expérience, des jeunes qui viennent de l'apprendre, ou au moins ils se partagent ça ensemble plutôt que ce soit par les parents. Est-ce qu'on pourrait transposer ton idée avec les proches? Encore une fois, je ne veux pas faire un biais, mais est-ce que peut-être même entre proches, il y aurait des choses qu'on oserait se dire, qu'on n'ose pas dire à notre proche? Fait que peut-être un groupe de proches. Les alcooliques anonymes ont leur groupe aussi de gens qui les soutiennent. Puis, dans ce sens-là, je ne sais pas si c'est un bon exemple, en tout cas. Mais, ouais, j'ai vu ça. Ouais, des groupes d'entraide de ceux qui soutiennent, tu sais? Un parent, un proche. On entend tout ça. Fait que nous, on sait ce qu'ils vivent. On est leur premier support. Exact. Support puis problème en même temps. Ouais. C'est bon. J'ai vu une main. Est-ce que c'était vous? Un groupe d'entraide de proches aidants. De supporters, on va dire. Bien, c'est ça, en fait, avoir un groupe d'entraide de proches aidants, de gens proches de la clientèle. Supporters. Oui. Excellent, merci. Oui? Ah oui, hello. Bien, si je me fie, tu vas savoir de quoi que je parle, mais à d'autres associations, un camp pour les jeunes immunodéficients où ils vont pouvoir partager, mais au travers de différentes activités. Entre autres, la Société d'arthrite font ça, puis c'est vraiment super. Donc, ça permet de partager, mais c'est pas directement, on va pas là pour parler de la maladie. Ce qui arrive, c'est que les jeunes s'amusent, puis finissent par parler, puis à échanger entre eux. Mais au départ, c'est vraiment juste, on va là pour s'amuser.
Puis là, ben, je vais renchérir sur ton idée. La Société de la retraite fait des camps pour les jeunes. Le camp fait un camp. Le camp, donc, qui est l'association qui s'occupe des personnes, des enfants avec le cancer. Eux, leur camp, c'est un camp familial. Donc, les jeunes s'amusent, les parents et les proches ont aussi leur camp avec des activités adaptées, mais c'est pour dire à quel point ce que vous avez dit en termes de... Et les gens ont des chandails, fait qu'il y a patient, mais il y a supporteur aussi. Puis c'est vraiment à quel point, pour soulever à quel point on n'est pas tout seul. En tout cas, c'est rare, tu sais, qu'on est tout seul à porter le fardeau de la maladie. Oui, bon point. Dans le domaine du rêve, allez-y. Oui. Excusez-moi. Non, c'est correct. Mais non. Moi, je pense aux parents, aux mamans qui ont des petits bébés, 2 ans, 2 ans et demi, qui sont immunosupprimés, qui ont le diagnostic, qui doivent avoir des traitements. C'est pas nécessairement évident pour ces parents-là. Le quotidien. Composé, puis le petit qui... bon, tu veux donner le traitement au petit, puis le petit pleure, c'est pas évident. Comment ils peuvent être aidés, ces gens-là? Parce que c'est des petits bébés, là, tu peux pas leur dire, bien, sois raisonnable, là, c'est un petit bébé d'1 an et demi, 2 ans, là. Comment ils sont aidés, ces mères-là, ces pères-là, avec ces petits bébés-là? En début de vie. Oui. Bon point. Ils ravolent, ils dorment. Non. Moi, j'aime mes trucs. Oui, avoir une école spécialisée, dans le fond, au lieu que ce soit l'enfant qui doit s'adapter aux classes, mais d'avoir des classes spécialisées vraiment qui sont modulables là, selon les besoins des enfants comme ça. Oui. Mais ça existe déjà. OK. Ça existe. Mon fils fréquente une école spécialisée. OK. Oui. C'est juste que... Il n'y a pas juste immuno, il y a merci. C'est ça, hein? Des fois, on a des services quand on commence à avoir une atteinte un petit peu avancée. Des fois, on est dans l'entre-deux, puis là, on n'a pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Intéressant. Oui? Peut-être, comme M. Jacques, tantôt, il disait, les spécialistes ensemble, peut-être trouver une solution pour leur donner de la formation pour faire le pont entre eux autres par rapport à cette maladie-là. Je sais pas, à l'école ou à l'université, je sais pas. Je lance ça de même. C'est vrai hein, que nos résidents, nos fellows, ben, ils viennent 1 mois en immunologie, fait qu'on une petite trempette, là, ça existe, tout ça, mais c'est vrai qu'en termes de cursus académique, s'ils s'en vont pas en immuno, ils essayent. La PIC fait beaucoup de représentations aussi au niveau de la communauté des généralistes, parce que les 10 symptômes là, d'immunodéficience, ils sont connus, c'est des critères. Si vos patients ont ça, on devrait faire des tests. Fait que ça va, c'est à ce niveau-là, mais encore beaucoup de chemin à faire, c'est vrai. J'ai quelqu'un ici. Oui. Ah, oui. Oui, peut-être un sujet que je pense qui va peut-être être abordé à l'international. On parle du futur, la PIC, mais comment on parle maintenant aussi, futur, c'est l'intelligence artificielle. Comment cet élément-là, sûrement qu'il va discuter, pourrait participer à améliorer les différents sujets qu'on a vus aujourd'hui, autant au niveau de la santé mentale, autant au niveau même, on parlait tantôt de générer du nouveau sang. Comment on peut utiliser ce qui s'en vient? On sait, on est déjà dedans, mais sûrement que ça va discuter, mais comment on peut en faire un partenaire? Et nous, peut-être la PIC, comment garder juste une veille technologique? Est-ce qu'on est prêt à regarder ça? Est-ce qu'il y a des projets qui pourraient nous amener peut-être à avoir au moins là, une longueur d'avance et pas manquer le bateau? Dans Être en amont de ce qui... Puis profiter peut-être. Vraiment très, très bon point. Excellent. Oui. Ici. Comment on pourrait peut-être, comme à PIC, fournir de l'information aux patients quand ils voient différents spécialistes puis des nouvelles personnes, tu sais, de l'information médicale pour des médecins, où tu arrives avec un peu de ton information sur la maladie pour éduquer le médecin que tu vois, parce que lui, c'est un spécialiste qui n'en a jamais vu ou d'autres choses. Comment on pourrait bridger le manque de connaissances des fois, parce que c'est rare puis ils n'ont pas d'affaire à le savoir nécessairement. Un peu comme partir avec une base commune sur l'immunodéficience, puis après ça, le spécialiste. Oui, je comprends. Très intéressant aussi. Puis l'autre idée, comment on pourrait arriver avec un dépistage universel où on aurait tout le monde? Tout le monde le sait, si tu l'es, si tu ne l'es pas, puis il n'y a pas de trou de gens qui l'apprennent trop tard ou après des expériences horribles à l'hôpital. Ou comment on pourrait faire pour arriver à 100% de dépistage? Vraiment intéressant. En plus, au moins, il ne coûte pas trop cher, ce test-là, mais il faut le faire. Il faut penser à le faire.
faut le penser à le faire. Oui? Je m'excuse, c'est juste que ça m'interpelle un peu parce que ça fait quelques fois que ça revient que les patients parlent comme si les spécialistes entre eux ne se parlent pas. Ça m'interroge quand même parce que moi, je suis infirmière. Puis il me semble que, pourtant, en CHSLD, surtout, ma pratique, on a des équipes multi, on a des rencontres multi, les professionnels se parlent entre eux. Alors que là, on parle de grandes problématiques de santé multifactorielles. Je comprends un petit peu difficilement là, que les spécialistes entre eux ne se parlent pas parce que là, en fin de compte, la personne, elle est le centre de... Oui. Je suis un peu surprise, j'avoue, mais j'imagine que ça doit se faire certainement pour certains. Peut-être pas en présentiel parce que là, comme on dit, on peut avoir le rhumatologue qui est à un endroit, le gastro-entérologue ailleurs, OK, mais par téléphone ou par... En tout cas, je ne sais pas. Là, je rebondirai, vas-y. Bien, on le vit, la situation. Nous, on a un gastro-entérologue, un neurologue, un pneumologue, tous les spécialistes qui existent quasiment, là, à Sainte-Justine puis à l'IRCM. Ils se parlent entre eux, mais c'est parce que, vu que ce n'est pas leur spécialité, ils n'osent pas prendre la décision de genre, je vais lui donner ça, je vais lui donner ça. Je vais consulter l'autre médecin avant de donner ça. Ils se parlent, mais le patient, il attend, lui. C'est ça. Ouais. C'est pas qu'ils se parlent pas. Ils se parlent, mais ils n'osent pas prendre la décision si l'autre... C'est ça. Fait que pendant ce temps-là, le patient, il attend, puis il souffre, puis voilà. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des différentes cultures organisationnelles. Des fois, c'est d'hôpital, des fois, c'est départemental. Puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est aussi, on se parle en réunion multi, mais souvent, on se parle, comme on vous dit, des problèmes que nous, on trouve pertinents. On prend les patients que ça va le plus mal, on se parle d'eux. On parle pas à ceux qui ont une gastro depuis 2 mois parce que là, lui, il vit sa vie. Là, fait que c'est dans ce sens-là aussi qu'il y a la culture, mais à quel point un patient doit militer pour dire, écoutez, là, parlez-vous, parce que moi, je suis une personne avec... Fait que, mais je pense qu'il faut se mobiliser. Puis je pense que les infirmières ont aussi un gros rôle aussi, d'advocacy pour dire, hey, lui, là, faut en parler, là. Parce que là, lui, là, moi, j'ai des appels. Fait que ça aussi, je pense qu'on peut contribuer comme personnel soignant à... Oui. Excellent. Personne ne veut qu'on achète un avion à pic ou un bateau, non? Polynésie française, excellent. Parfait. D'autres rêves du futur? Oui. Créer une grosse clinique. Une spécialité juste pour ça. Avec service de psychologue, psychiatre, tout. Travail social. On pourrait même dire avoir des infirmières praticiennes en immunologie. Tu sais, je ne sais pas si c'est le rôle de la PIC, mais militer pour ça, ça fait des années qu'aux États-Unis, ils ont des infirmières praticiennes en immunologie, puis ça aide le suivi des patients, ça augmente l'accès, puis ça... Bon, pas pour parler pour ma paroisse, les infirmières, mais quand même, ça reste aussi que, tu sais, c'est dans le genre de choses qu'on pourrait améliorer. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui? Bien, rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Dans le fond, une grosse clinique, c'est magnifique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens en région, puis ces gens-là ne méritent pas moins de soins, moins d'attention, plus moins de traitement. D'avoir ça, des cliniques satellites, ou que ces gens-là aient accès. Oui, c'est bon point. Oui, pourquoi pas? Excusez-moi, pour la livraison, est-ce que c'est simplement une question d'argent? C'est une question de légifération, de législation aussi, d'assurance. Hein? Les systèmes politiques sont pas faits pareil, donc on est surtout dans ces enjeux-là, en tout cas moi, de ce que j'ai pu comprendre, c'est sûr. Tantôt, on a parlé beaucoup de santé mentale, détresse psychologique. Moi, mon enjeu comme soignante, c'est justement de soulever des défis, mettre des affiches et que là, le patient soit confronté à « il n'y a pas de place, il n'y a pas de service, ça nous fait plaisir, vous êtes le 364e sur la liste d'attente ». Donc moi, des fois, j'ai l'impression que, il y a comme un impasse des fois dans nos ressources. Puis, je veux être positive, mais si j'avais un rêve, ce serait probablement de peut-être de doubler le staff. Parce que pour le volet psychologique, particulièrement,
Par exemple, à la PIC, on est comme pris parce qu'on voudrait mettre des ressources psychologiques peut-être, mettons, disponibles. Sauf qu'on ne peut pas décupler vos suivis à vous. On ne peut pas non plus avoir une psychologue à la PIC qui vous soutient, mais que finalement ne fait pas le pont avec votre équipe médicale. Ça pourrait être dangereux. T'sais. On ne peut pas dédoubler les suivis comme ça. Donc, il y a vraiment un enjeu de communication, de ressources. Mais moi, si j'avais un rêve, ce serait certainement en tout cas, de doubler le staff pour cette dimension-là de la vie qui est la santé mentale, où il y a des vrais enjeux d'accès, puis où, des fois, il faut se rendre vraiment dans le fond du baril pour avoir quelque chose. Fait que dans cette idée-là, je pense que, comme association, en tout cas, si on pouvait cloner des gens, je sais pas. Si vous me permettez, Marie-Claude? Oui. Il y a un léger changement à l'horaire. Parce que notre conférencière, qu'on attend avec impatience, a été retenue sur le pont Jacques-Cartier et elle vient tout juste d'arriver. Alors, au lieu de faire le cocktail après sa conférence, on vous suggère de faire le cocktail un peu avant, de revenir ici avec un verre et d'assister à sa conférence. Et je vous en supplie, revenez. Cette femme est tout simplement fascinante. Et, pardon? Bien là, je vais commencer par dire merci beaucoup pour l'échange. Non, mais vous pouvez continuer encore. Ensuite, parler à Mathieu. Ensuite, Mathieu va venir vous dire un petit mot qu'il va faire maintenant. Merci beaucoup pour l'échange, vraiment riche. Puis, on collige tout ça. Fait que merci vraiment beaucoup. C'était pas juste des tranches de vie. Ouais. Juste un petit 30 secondes. Oui. Juste finir, excuse. Matériel. S'il vous plaît, qu'on n'a pas à courir après les ressources matérielles. OK. Que ce soit automatique. Genre, aux 3 mois, aux 6 mois, livre-moi ça à mon adresse. Tu sais, au lieu que je cours toujours pour avoir du matériel, là. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé de produits sanguins, mais matériel la aussi. vie, puis livre-moi ça. Vraiment bon point. On pourrait mettre l'intelligence artificielle là-dessus. C'est bon. Merci.